Bonsoir les Itata, merci d'être au rendez-vous de C'est a fait nous, une émission particulière aujourd'hui de par son invité. Au siècle dernier, un jeune Martiniquais débarque à Fort-de-France avec sa famille. Il est originaire d'une commune agricole située au nord-est de la capitale. Quelques années plus tard, ce jeune homme, devenu adulte, va gravir l'échelle politique au point d'être aujourd'hui l'homme politique, l'élu le plus puissant de notre territoire. C'est cette histoire que nous allons vous raconter, ou plutôt qu'il va vous raconter. Bonsoir Serge Letchimy. Bonsoir Jean-Marc. J'ai entendu Zitata. Bonsoir les Zitata. Tout à fait. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. On sait qu'en général, vous êtes invité plutôt pour parler de politique, pour parler de la CTM notamment, la collectivité territoriale. Ce soir, c'est Serge Letchimy, l'homme qui est invité. D'abord, on peut presque vous dire bon anniversaire, parce que c'était pas il n'y a pas très longtemps. Merci. Vous avez tourné une petite dizaine. Et comment ça va? Comment a démarré l'année? Bon, on sort d'une période difficile, très compliquée, à la fois pour nous par rapport à la Covid, mais aussi guerre en Ukraine, cherté de la vie, les prix qui flambent partout. Donc ça a été un petit peu compliqué pour nous, même dur et difficile. On a eu une année 2022 extrêmement intense. Bon, on aborde cette année avec la même intensité, mais bon, un petit peu plus rassuré sur les moyens, les méthodes et l'organisation que je mets sur place à la collectivité territoriale de Martinique. Alors, on va retracer avec vous à la fois votre histoire personnelle, mais aussi votre parcours professionnel, donc politique. Et on va commencer par la rubrique Kimounouye. Alors, Serge Letchimy, Kimounouye. Maintenant, on nous dit tout à l'heure, jeune homme du siècle dernier. J'ai eu un ressenti assez incroyable. Je me suis senti projeté 100 ans en arrière. Non, je suis simplement un Martiniquais issu de cette histoire hybride que nous connaissons, à la fois originaire d'Afrique et par l'intermédiaire de ma maman, Émile, Milo, et par l'intermédiaire de mon père, Charlot, Inde, d'origine indienne de Pondichéry. Donc on est arrivé ici dans le flux de ceux qui venaient par décision d'État depuis Pondichéry pour remplacer les esclaves qui étaient abolis en 1848. Ça se passe en 1853. Et cette sordide histoire de mettre à profit l'être humain, ça s'est poursuivi à travers la génération des Indiens, et qui se sont retrouvés dans un milieu assez inconnu, avec des difficultés. Donc je viens de cette communauté indienne et africaine. Et je suis un garçon, j'ai été pendant très longtemps un garçon de Trenel, après ma naissance au Gomorne. Alors justement, vous devancez un petit peu la première photo qu'on va voir. Une photo d'époque, vous allez voir derrière moi, une photo d'époque du Gros-Morne. Donc c'est la commune où vous êtes né et où vous avez partiellement grandi. Oui, d'ailleurs cette rue, c'est la rue principale, je crois, qui est là. Absolument. Et pour moi, quand je sortais de Dosité chez ma grand-mère, parce qu'on vivait d'abord à Dosité, Bocaïcouville, quoi. Mon né en Chancan. D'ailleurs, la maison de ma grand-mère était à côté de Chancan, et souvent on était rentré en mi-temps Chancan pour voler un décan, pour manger canne, quoi. Parce que au début, c'est mon cas passé Chouvalio, c'est Béchia pour sauver canio. Et cette rue, quand j'allais à l'école au bourg du Gomorne, pour moi, c'était le boulevard le plus immense au monde et qui débouchait sur l'ancien marché. Donc, c'est un très bon souvenir. J'ai un souvenir très précieux. C'est Marie-Rémy, ma grand-mère, qui est du Gomorne, qui nous gardait à cette époque-là, parce que maman était partie vers Fort-de-France avant nous, avant les garçons. Et c'est une commune racine, c'est une commune exceptionnelle. Il y a un blague qui a dit que c'est la commune où il y a les hommes et les femmes les plus intelligentes qui sortent en Martinique. Bon, mais je lis ça parfois sur Facebook aussi. Et puis, il y a un bouquin, il y a une réponse qui a dit comme ça, mais ces autres aussi intelligents, parce qu'ils déplacent dans l'église pour cacher. Oui. ça revient tout de suite après. Tout à fait. Donc voilà, c'est une très belle commune rurale de la Martinique qui a une très belle histoire. Alors je précise que c'est une photo qui est extraite de la collection Benoît Jeannette et tirée du site internet Pinterest. Combien de temps au Gomorne, Serge Letchimy? Bon, j'ai vécu, j'allais dire, à la fois, Gomorne, c'est pas loin de Fort-de-France, donc m'en vivre tout le temps. À l'époque, il était moins loin. Oui, là, oui. La Gomorne, était à Poigny-à-Jouval, c'est vrai que c'était loin. Mais j'ai vécu jusqu'à l'âge de 7 ans au Gomorne. J'étais en classe au Gomorne, d'ailleurs. On sortait à pied
de Dosité, du côté de Choukouville, c'est-à-dire sous la route de Verpré. Et on arrivait, et puis Plasticou en cours, et marée, parce que là, on marche en ravine pour sortir à pied, arriver, bon, la croix, et route vers pas loin de là. C'est à ce moment qu'on remettait les chaussures dans nos pieds, mes frères et moi, pour pouvoir aller à l'école au bout, bien entendu. C'est en plastique ou le OTK à l'école, pour aller au bout à l'école. Donc je suis resté jusqu'à 7 ans. Ensuite, on est parti. On est passé au Lamentin, à Gancaz, où on vivait dans une petite hutte que les propriétaires béquets ont bien voulu mettre à disposition de mon père, qui était gérant d'habitation. Et pendant très longtemps, on a dormi sur la terre battue. Je me rappelle bien de cette chambre qui m'a marqué terriblement, parce qu'on n'avait pas les moyens. Ensuite, papa est parti avec nous à Charlot, au Lamentin. On est resté en Guadeloupe 1 année à 2 années au Lamentin, au Moule, où il a été gérant d'habitation, vivait dans une petite case aussi. Puis ensuite, on est revenu en Martinique, et je suis parti à Trenel à l'âge de 7 ans, 7 ans et demi. Et depuis, je suis resté à Trenel jusqu'à l'âge adulte. Alors à Trenel, avec votre maman, qu'on va voir sur le cliché suivant. Alors, vous allez me faire... Alors c'est un cliché qui date. Ouais. Alors parlez-nous de votre maman. Ah non, mais c'est très dur, ça. Ouais. C'était le Potomitan encore. Merci. On avait prévu une autre photo avec elle, mais on va la passer rapidement et on va passer à un autre sujet. Vous êtes 6 frères et sœurs, sœur Chimie. Oui, c'est bien ça. On était 7, il y en a un des décédés, en Guadeloupe. Combien de garçons, combien de filles? Et il y a 2 sœurs et 4 frères. Nous sommes 4 et 2, 6. On est 4 frères. Il y a Alex, qui est l'aîné, Raymond, José, Christiane et Nicaise qui est décédé, qui est parti il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 2 ans. Et c'était une grosse perte pour nous. Mais il reste 5. Celui qui est décédé, il est mort-né. Il venait juste après moi, il est mort en Guadeloupe. Et ma grand-mère s'était déplacée pour accoucher ma mère, parce que ma grand-mère était matrone au Gros-Borne. Et voilà. Comment était l'ambiance à la maison? Alors, c'était une époque où on s'amusait avec un rien, mais le plus important, c'était l'ambiance entre frères et sœurs. Alors, c'était une très belle ambiance, parce que maman s'est séparée très tôt de papa. J'avais 5 ans, 6 ans. Nous sommes allés chez notre tante qui s'appelle Tante Thérèse vivre, qui nous a hébergés, parce qu'il y avait des difficultés familiales. Mon père, bon, c'est la vie, hein, Et puis après, on est parti à Trenel, on a été hébergé par une autre tante, parce qu'on est à la Trenel, qui s'appelle Tante Bernadette, qui est ma marraine d'ailleurs. Et puis, nous avons vécu un petit peu aussi chez une autre tante, parce qu'on n'avait pas encore de maison, on avait 6 ans, 7 ans, Tante Germaine. Et après ça, maman a loué une petite maison près de la boutique d'Aquin, les gens qui connaissent François reconnaissent, donc pas loin, en plein cœur de Trenel. Et de cette petite maison qu'elle a louée des mains de monsieur, elle a pu, en tant que couturière, parce qu'elle était couturière Bocaï-Léoyoyen, et Jeannot, Charlot, etc., Charloyen, elle travaillait là, et donc elle a pu, avec ses économies, racheter la petite maison de 2 pièces, et nous l'avons agrandie nous-mêmes. Et on a fini par rester à Trenel. On a construit notre maison en 25 ans. Petit à petit, ou coiffant en bout de mur, ou coiffant en bout de machin, brique après brique, toile après toile. On a fini par faire ce qu'on appelle de l'autoconstruction. Les gens, quand on parle d'architecture vernaculaire, c'est on n'a pas à dire, comprendre ce qu'on va dire. En fait, c'est barrer ou faire vous-même, et puis propre penser où. En tout cas, avec pièce après pièce, étage après étage parfois. D'abord fibro, après toile planche, après planche et brique, parce qu'à un moment... Pour acheter briques là, c'est le dernier stade là. Il faut que tu aies un petit peu d'argent, un petit peu moyen. Voilà. Donc ça a duré près de 25 ans. On a fini par finir une petite maison qui est toujours là. Nous avons, mes frères et sœurs, laissé un neveu qui vit là, Hervé, et qui vit dans la maison. On est très contents parce que ça nous permet d'avoir un lieu de mémoire. Personne ne veut y toucher. C'est tant mieux, c'est le temple. La vie était très difficile parce que et pour le moment, élever 6 enfants seule, couturière. Elle a eu, et bon, on mangeait ce qu'on pouvait manger, et on buvait ce qu'on pouvait boire. C'était parce que quand elle remontait
et de Terre-Saint-Ville avec son sac en les deux, il mangeait. Elle a d'ailleurs gardé une courbure comme ça pour les gens qui la connaissaient, tellement elle prenait le bus avec des chars sous le dos. Et elle réussissait quand même à nous donner à manger. Et puis il y a un événement qui s'est passé. Et chez nous, on vivait comme on pouvait. Parce que maman a fait venir les 2 filles plus moi-même d'abord, les 3 derniers. Et les 3 aînés sont restés au Gaumont avec bonne maman. Donc pour vivre, c'est toujours même belle à l'Exode. Donc nous pas on était antique à Gaumont, mais on a dû laisser à la maison. Et donc, on a avancé comme ça progressivement pour essayer de trouver des places. L'événement qui s'est déroulé, c'est que une amie et à maman va voir Césaire et dit à Césaire qu'il y a une dame qui vit dans de très mauvaises conditions à Trinel, très pauvre, et de l'aider. Bon, voilà. Et cette dame s'appelle Yeyette Boski, qui est décédée. C'était la copine de maman. Et Césaire donne tout de suite un accord. Et il a posé la question suivante, combien d'enfants elle a dit 6. Et le mari n'était pas là. Et donc, immédiatement, il a donné une signature pour le recrutement de maman. Et maman a travaillé pendant très longtemps au bureau municipal d'hygiène de Fort-de-France comme femme de service pendant près de 25 ans, 30 ans. C'est ça qui nous a sauvés pour nous permettre de faire les études, d'aller jusqu'au bout. Et par la suite, d'ailleurs, Aimé Césaire disait « Je ne les ai pas recueillis, je les ai accueillis ». C'est comme ça qu'il l'a... Oui, ça avait un sens, parce qu'il accueillait, parce qu'il donnait la possibilité de s'installer à Trénel. Pour nous, c'était notre cas. Il accueillait parce qu'il donnait les conditions d'aller à l'école. Il accueillait parce qu'il donnait la vaccination. Il accueillait parce qu'il donnait l'eau, l'électricité. Voilà. Ça a un sens extrêmement précieux pour lui. Il accompagnait ceux qui étaient dans la dérive de la misère à s'installer et à vivre avec peu, mais vivre quand même, et dignement. Alors, on va parler de votre descendance, celle de Chimi. On va avoir une première photo du jeune père avec votre première fille. Voilà. Et Claudine n'a pas changé. C'est ma première fille qui a actuellement un certain âge. On va la voir un petit peu plus tard, plus grande. J'avais 18 ans. Et 18 ans? Ouais, 18 ans et demi, 19 ans. Bon, vous avez... J'ai une boucle qui me chaud, quoi. Bon. et la maman de Claudine, qui s'appelle Josiane, qui est la mère de Claudine, avec qui je suis marié à 22 ans. Et entre-temps, nous nous sommes séparés. Mais Claudine était à la campagne, venait de naître, c'était quelque chose de magnifique, en pleine campagne. Vous étiez où, là, justement? C'était au Gaumont. Au Gaumont. Chez ma grand-mère. Et on faisait le jardin, et bon, voilà, on était ensemble. Elle est très belle. Alors, on va avoir une autre photo, un peu plus tardive, un petit peu plus tard, avec... alors, je pense que c'est votre deuxième fille. Oui. Soit Claudine, soit Cassandre, soit Céline. Je ne vais pas dire changer votre taille. Elles ont tout un prénom qui commence par C? Oui, c'est 3 C. D'accord. 3, oui. C'est certainement Cassandre ou Céline, mais bon, c'est le bébé extraordinaire, magnifique. Ça va être Cassie. Ouais. Vous êtes très famille? Oui. Très attaché à mes enfants, vraiment. Mes frères me disent c'est de la folie avec Serge parce que ses enfants, il est très attaché. Voilà. Mais avec les frères et sœurs aussi, parce que quand j'entends Raymond, par exemple, parler de vous, c'est extraordinaire. Oui, avec les frères aussi. Vous avez montré, vous n'avez pas encore montré Céline, vous n'avez pas encore montré le garçon, parce qu'il y a un garçon. Il y a un garçon. Alors, on n'a pas eu toutes les photos, malheureusement. Oui. Mais on va regarder la photo suivante, justement, parce que ce sont les deux de vos filles qui ont grandi. Voilà, mais voilà, c'est Cassandre à ma gauche là, c'est elle qui a les cheveux lâchés, celle qui a les cheveux attachés, c'est Céline. Donc c'est la cadette. À 35 ans aujourd'hui, c'est la seconde, après Claudine, le beau bébé qu'on a vu tout à l'heure. Et puis on a Céline qui a aujourd'hui 25 ans, qui est prof d'histoire et qui prépare le CAPES et l'agrégation. Et Cassandre a fait de l'économie et du marketing. Elle travaille au niveau national et comme elle est tombée amoureuse de franco-chilien, donc elle vit à Paris et Céline, elle finit ses études pour l'agrégation et le CAPES. Donc vous avez aussi un garçon? Il y a Sloan qui a 14 ans, et dommage il n'y a pas de photo, qui est un magnifique petit garçon que j'ai. Et quelle relation vous avez avec eux? Alors avec les filles, on a compris, c'est fusionnel? Oui, c'est très fusionnel, mais pas seulement avec le garçon aussi, c'est vraiment hyper fusionnel.
Et je considère que lorsqu'on a des enfants, il faut s'en occuper. Comment vous faites Pièce tient pas fait toc toc toc, j'ai envie de venir au monde, c'est vous qui mettez au monde, donc tu veux du roi du chou. Mais quelles que soient les relations avec maman ou les relations avec papa, il faut t'occuper de tes enfants. Et puis les accompagner dans l'éducation pour qu'elles aient sorti l'école, soient autonomes, pour ne pas dépendant des personnes. C'est la leçon que j'ai passée aux enfants, ne soyez pas dépendants de qui que ce soit. Donc ça, c'est la passion. Et puis bon, c'est une tradition parce que ma mère adorait ses enfants, mon père adorait ses enfants. Mon père n'a jamais tapé ses enfants. C'est fou, hein, Charlot était de grand amour pour ses enfants. Il ne passe jamais maman tape ni Raymond, ni Alex, alors que Raymond était un ciré. Bon. Pas José. José était plus calme. Le second, il est plus calme. Mais Raymond était très ciré. Bon, il n'a pas pris de tape sur les fesses. Et papa parlait, on écoutait. Quant à Alex était l'aîné. Jusqu'à présent, il est à Rivière-Salée. C'est celui qui a une station d'essence plus des affaires à Rivière-Salée. Mais c'est une famille très unie. Alex, oui. Il va jamais montrer un cheval, mais il cheval. Jusqu'à présent, il en a. Il en a en France, il en a ici. C'est un passionné. C'est un garçon, un monsieur qui a une passion. Je crois qu'il pense à ses origines indiennes, des affaires. Il adore, même si c'est en Tibet, il fait, même si c'est en boutique, il achète, même si c'est en boutique, il fait fonctionner. Il a une espèce de génie de la création qui est assez extraordinaire. José, beaucoup plus tranquille, plus administratif, très apaisé. Raymond est un peu fougueux. On le connaît, il joue au football avec moi au Woodlock. Et puis il y a Christiane, et puis malheureusement, Christiane, c'est ma soeur, elle a travaillé dans l'entreprise pendant longtemps. Et ma petite soeur qui a travaillé à la mairie de Fort-de-France, Nicaise, qui est décédée. Vous arrivez à leur consacrer du temps à vos enfants, parce qu'avec l'emploi du temps que vous avez, peu de temps, mais un temps riche. Ouais, le maximum. Il faut être présent pour les enfants. Parce que les dérives partent très très vite. Il faut être extrêmement présent, donc j'essaie de tout donner. Et tout ce que je fais est orienté vers le bien-être de mes enfants. Aucune d'entre elles n'a travaillé avec vous? Non, pas du tout. Il y a... Non, pas du tout. C'est Claudine qui, à un moment donné, a travaillé à la mairie de Fort-de-France. Mais quand j'ai été élu maire, elle a démissionné, elle était allée travailler à la banque, pour que les choses soient claires. Alors, on va revoir une photo de Trenel, Serge Letchimy. Vous en avez parlé déjà, mais je voulais qu'on s'arrête dessus, notamment pour parler des quartiers de Fort-de-France, parce que c'est en fait l'urbaniste que vous êtes urbaniste de formation, géographe et urbaniste. Ces quartiers sont quelque part votre âme. Ah oui, ouais. C'est la beauté dans la beauté. Quand on voit cette image-là, on peut avoir une première réaction un petit peu systématiquement conservateur en disant « Ah, c'est un entassement de maisons ». Quelle horreur. Il y en a même qui parlent de bidonville. Oui, c'est bon, on va dire ça à la tête. Il paramétré pour dire que c'est bidonville. Moi, on n'a pas dit que c'est bidonville, mais on dit c'est enrichissement. Alors, donc, on peut avoir plusieurs regards. Quand on a un regard qui associe la capacité de résistance de l'humain et la capacité de créativité de l'humain et la capacité de survie de l'humain, c'est d'une grande beauté et d'une grande classe. Parce que c'est ce qui se transcrit là, c'est la sueur des individus qui, étage après étage, cocaille-moment. Cette photo-là, la maison de ma mère est parmi ces maisons. Et j'ai un immense honneur d'avoir avec ma mère autoconstruit ma maison. Notre maison de Trenel. Donc on est très fiers, ça s'appelle l'architecture vernaculaire, et c'est un quartier... nous avons d'ailleurs développé des théories, on va en parler certainement, d'approche de l'aménagement de ces quartiers. Ces quartiers vous ont inspiré votre thèse de l'habitat précaire à la ville, qui a ensuite été, je crois, éditée aux éditions L'Harmattan. Exactement. Et en réalité, ils sont une véritable facette de la ville Fort-de-France. Oui, mais au-delà de Fort-de-France, du Sud. Oui. De l'ensemble du Sud du globe. Quand vous alliez au Vietnam, en Afrique ou en Amérique du Sud, ça s'appelle autrement. Slums, bidonvilles, etc. Peu importe, mais ça montre bien que la mondialisation a créé des disparités incroyables, où des hommes et des femmes sont quelquefois bien logés dans les villas traditionnelles créoles ou béquées ou bourgeoises ou contemporaines, appelons ça comme on veut. Et puis il y a d'autres qui se trouvent dans la survie et qui sont obligés de créer l'abri sur leur tête et le confort pour l'assainissement. Bon, donc... c'est le paramétrage un petit peu de la vie rurale, parce que c'est en dehors de l'expression appartement ou maison, c'est l'habiter avec un R à la fin qui compte. Pour nous, issus de ce type de quartier-là,
C'est l'habité qui compte, c'est moins l'habitat. L'habitat n'est que le couvercle qui nous sauve. Mais la beauté de la vie, c'est l'habiter. C'est-à-dire, je me sens hyper bien et hyper riche dans un habitat comme ça, et je n'ai pas besoin de palace. Quand je parle de l'attitude, pas de moi seulement, mais de tous ceux qui vivent là-dedans. Et c'est pour cela que j'ai consacré ma thèse en créant la théorie de la mangrove urbaine, en disant que c'est un lieu de promotion d'écosystèmes humains et qui se génère, qui se régénère, etc. C'est pour ça que nous avons lancé une opération avec Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, pour restaurer Europen, Trenel, Volga-Plage, etc. Donner la possibilité aux familles, par des financements concrets, pour restaurer ces bâtiments et pas casser. Parce qu'auparavant, les textes de l'hexagone de la France, c'était démolir ces quartiers sous le label d'une réglementation urbaine qui s'appelle la rénovation urbaine. Rénover veut dire démolir. D'ailleurs, ce qu'on avait commencé à faire à Montpichevin. Ils ont démoli Montpichevin, puis ils ont fait tout, ils ont fait bâtiment. Là, depuis notre thèse de Max Stanik, de Serge Demy, de Gustave Torres, etc., on a beaucoup travaillé, on restructure le quartier. On dit, on fait de la chirurgie urbaine, on casse ce qui mérite d'être cassé, mais on ne peut pas qu'à casser le quartier. Parce que l'on veut mettre ces mouna dans un étage, en fait à Ikaï, ça n'a rien à voir avec les mouna qui vivent en Kaïdi. Donc les mouna déracinés, enfin, la personne peut se retrouver perdue, en fait. C'est ce quartier qui a configuré ma vie. Sans ce quartier, j'aurais certainement fait autre chose, je ne sais pas quoi, mais ce quartier a configuré mon inspiration, ma détermination et la construction de ma pensée. Et ce quartier et la thèse de Serge-Letchimy ont aussi inspiré Patrick Chamoiseau dans Texaco. Alors, c'était pas Trenel, c'était Texaco, mais c'est un peu le même principe. Oui, c'est pareil, c'est le même modèle. Voilà, on a gardé Texaco sous la bénédiction de Césaire, on a gardé une partie de Canal à Laric, on a maintenu et gardé Volga. C'est beaucoup plus compliqué de faire ce type d'aménagement. Il nous reste le fond de Volga à finir, mais Volga est reconnu. Parce que c'est, en gros, ce sont les gens de l'Exode qui ont construit cela. Et Patrick, l'histoire est simple. Patrick, je ne connaissais pas très bien, j'ai lu 2 ou 3 choses de Patrick. Et j'étais directeur de la CEMAF à l'époque. Oui, c'est ça, tout à fait. On va en parler tout à l'heure. Il vient me voir, il me dit est-ce que je peux avoir ta thèse? Je lui dis pas de problème. Bon, j'avais déjà sorti une part du bouquin, je ne sais plus. Et puis il revient un an après, il m'a appris ça. Et puis ma thèse fait 600 pages. Il me redépose mes 600 pages et il me donne un manuscrit. Il me dit est-ce que tu peux lire ça? Quand mon premier page là me dit c'est pas possible. C'est un sacré écrivain, c'est un poète, un penseur. C'est un penseur. C'est pas seulement des romans. Il fait pas de romans trop, mais c'est un penseur. C'est un poète. Et il a fait quelque chose d'assez exceptionnel dans Chamoiseau qui fait qu'il a eu le prix Goncourt avec ce livre. Le prix Goncourt en 1992. Et dans Texaco, Serge-Letchimy, c'était le Christ. Oui, c'est ce qu'il a décrit. Parce que est-ce que c'est vraiment comme ça que les habitants vous appelaient quand vous êtes arrivé en tant que jeune urbaniste? Non, Chamoiseau a créé son personnage. Il m'était qu'à créer mon Koulia. Bon, c'était un petit peu comme ça. Parce que je débarque. Et ce qu'il raconte est vrai, par contre. Mais ce n'était pas une pierre, parce qu'il dit, comme il a vu une trace là, dans mon front, mais c'est plutôt José qui m'a fait cette trace, parce que mon frère, il était qu'à couper Zeb, Bokay, bonne maman. Et puis, au lieu de la tonne, il faut aussi avoir moi, il voyait pas moi. Et il faut aussi avoir mon tête, moi. Et il plantait là. Bon. Donc, grand-maman, moi, pensait moi, mais grand-maman, moi, ça, c'est grand-maman, il y a une peut-être, il mettait à l'envers, il prend un gros savon, il mettait en l'air, et puis il fauteuil, et puis il dit, sorti là. C'est ça qu'elle a fait, la grand-mère. Donc j'ai gardé une trace jusqu'à présent. On voit toujours la trace de ma grand-mère, pas de ma grand-mère, de José. Et puis, donc il a vu ça, il a dit... Il voyait en roche. C'était pas en roche, c'était un coup de là. Ah oui? Ah ouais, c'était un coup de là. Parce que qu'est-ce qui se passe à Texaco? À cette époque-là, la DDE, tu as fait la loi, et qui a décidé, où on a 50 pages géométriques, il faut que tout le monde pâtisse. M'a dit, Césaire n'a pas fait ça. Regardez, c'est mon nom, je veux restructurer le quartier, c'est mon métier d'urbanisme. Césaire m'a regardé un petit peu perplexe, il a dit, c'est qui sa musique a dit là? Et puis il a fini par dire, on y va. Bon. Mais les gens avaient l'habitude de voir arriver les gendarmes, qui voulaient les expulser à l'époque. Il y a une histoire où on monte Césaire, qui attache sa ceinture avec Camille Darcière, avec Dr. Aliker, pour affronter les gendarmes et les policiers qui voulaient virer les gens de Texaco. Donc ils avaient l'habitude de vanter des gens qui les expulsaient. Donc quand j'ai frappé chez une dame, bon, je ne vais pas citer son nom,
Et il râle écoute là, et puis il fait son nez à terre, et puis il marche dans les mains, écoute là. Il m'a dit, mais non, je ne pas venu m'expulser, je suis venu pour m'aider. Et c'est cette histoire que j'ai racontée à Patrick, qu'il a remis dans son livre. Alors, on va reparler tout à l'heure de Césaire et de l'urbanisme, mais on va parler de vos hobbies, Cyril Letchimy, en tout cas du principal, je crois. Je vous laisse voir la photo suivante, et vous allez comprendre. Voilà. Oui. Alors là, on retrouve Raymond. Oui, mon frère Raymond est là. C'est lui qui tient la coupe. Oui, c'est lui qui tient la coupe. Et vous êtes à côté. C'est Raymond Toel, qui est décédé. Un des joueurs les plus extraordinaires. Il n'y a que des stars sur cette photo. Il y a Magie, il y a Kitzmann, Birota, Alain Alma, Bertide, etc. C'était une très très grande équipe, le Good Luck de l'époque. C'était le Good Luck. Et il y a Ménil qu'il faut saluer, parce que Ménil a été pour moi un éducateur extraordinaire. Après, on est devenu opposant politique, oui. Mais il m'a toujours protégé, même dans les combats politiques. On a tout le monde là, on a des vrais Alain Alma, tout ça. Ce sont les génies du football de l'époque. Oui. Et le Good Luck qui était une équipe, je taquine toujours les clubistes et les goldinistes, très techniques, hyper intelligents. C'était quasiment la moitié de la sélection de la Martinique. Oui, exactement. On était pratiquement tous en sélection, surtout Raymond et les autres, Ronald, tout ça. Là, vous n'étiez pas encore parti faire vos études? Non, non. Un des derniers matchs que j'ai fait, on avait gagné le Golden Star 3-2. Et j'avais l'occasion de marquer Zéline, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, tout à fait, du Golden Star. Sacré joueur. J'avais privé Zéline de balles. Vous étiez milieu de terrain. Au milieu de terrain. Et Jeannot m'avait dit, Jeannot-Elisabeth, qui est partie aussi, notre entraîneur, il avait dit, il ne faut pas Zéline toucher Boula. Et il y avait un deuxième milieu de terrain, j'oublie le nom, et on avait fait un super match, personne ne s'attendait, on avait gagné au stade du UHL 3-2. Voilà. Et le Good Luck qui a été plusieurs fois champion, vainqueur de la Coupe de Martinique, etc. Oui, après ça, ils ont continué, parce que je suis parti en 73 pour faire les études. Et donc, j'ai plus joué. Mon frère et moi a joué encore quelques temps, après il est parti. Mais ça a été entre des années 70 à 80, c'était un des grands clubs. C'est toujours, hein. Et le Good Luck est en train est redevenu l'an dernier un très grand club avec de super résultats, comme c'est Haute-Canel, et que j'ai entraîné pendant longtemps, parce que j'ai été entraîneur de l'équipe sur Haute-Canel pendant un bon moment. Et maintenant, le Good Luck essaie de tenir le coup. Avec Raymond Marie-Joseph notamment. Avec Raymond Marie-Joseph qui est persévérant, qu'il faut saluer. Qui était aussi joueur, vous avez eu le temps de jouer avec lui? Il était brillant, Marie-Joseph. Il était très On ne le voit bon. pas sur la photo, je crois. Non, il était... Mais, je peux taquiner Raymond Marie-Joseph? Bien sûr. Non, il pâtait une place là, à mon montagne, il était trop fort. Mais Raymond a été un des capitaines du Good Luck, arrière central. Il a joué la Coupe de France, y compris en France. Oui. Absolument. On fait un grand saut en avant et on va vous retrouver... à Trenel, pour Anti-Football Souhait. Ça c'est un bon. Hein. Et il y a devant moi un très bon copain à moi qui s'appelle Martelly et d'autres copains de Trenel, où tout le monde a dit Goboudin, Bûcher, Patrick Bourri est au fond, là, à droite. Il y a de très bons joueurs. Il y a Dario Ngassami, enfin, je suis au milieu là. Donc vous arrivez encore à trouver du temps pour jouer? Moins maintenant, beaucoup moins. Et il va falloir que je reprenne, pas pour jouer au foot, hein, parce que là, il y a un certain âge, je ne peux pas jouer à être là, c'est au footing. Et avec mes petits-enfants, j'ai deux petits-fils, Jonathan et Noah, ce sont des enfants qui ont 17 ans et 14 ans à peu près. De temps en temps, quand aller jouer au boulet pillot, je fais 10 minutes, quoi. Oui. Bon, ils sont tellement pressants, avec Sloan aussi. Oui. Et pourtant, il y a l'autre photo, celle de Letchimy, la photo qui suit, avec Johnny Ajar et Alfred Toussaint. C'est pas très bien, ça. Non, c'est pas très bien. C'était un corridor. Vous connaissez mon trop gros là, c'est pas possible. J'ai aucune finesse. Ils voulaient absolument que je joue à... Parce que bon, ces gars-là, ils n'ont pas ma technique, donc ils veulent que je joue avec eux pour leur montrer ma technique. Pour monter le niveau. Exactement. C'était un corridor. On a fait un petit match, c'est un bagaille tigol, quoi. Tout à fait, en couloir. C'est le football et l'amitié. Il y a souvent un lien dans votre vie entre le football et l'amitié. Absolument. Mais le football et l'amitié, et le football et soi-même. Parce que le fait d'avoir joué au football à un bon niveau, je n'étais pas comme Raymond Toel, ni comme Victor Jean-Baptiste, des très très grands joueurs qui ont marqué le temps, quoi. Mais j'avais un assez bon niveau et ça m'a discipliné, ça m'a structuré ma combativité, ça m'a donné aussi des liens extrêmement étroits en matière de solidarité avec l'autre, de discipline de vie, etc. Ça a joué beaucoup.
Et puis, en même temps, ça a créé des amitiés. Chaque fois qu'un ancien copain de football, de Trinel, de Volga, peu importe, de commune, et fait appel à moi, j'essaie toujours de l'aime un peu, pas dit non. On est vraiment très liés. Et je suis très content de ça. On va arriver à la rubrique Matinique. On va parler un petit peu plus de politique, mais pas seulement. Matinique. Alors, dans cette rubrique, Seul Chimie, on va d'abord parler de l'héritage, parce que vous êtes un véritable héritier d'Aimé Césaire. Et on va vous retrouver, on parlait tout à l'heure de Léo Baniste, on va avoir une photo de Léo Baniste en action, avec à côté de lui un certain nombre d'élus de l'époque, et d'élus de très haut rang, de très haut niveau. Ouais. On comprend mieux pourquoi certains vous appellent le Christ ou pourquoi Chamazo a pensé. Ah oui, c'est un barbe que je vais avoir. Alors là, on vous voit à côté d'Aimé Césaire, Ouais. on voit Claude Lise à droite, on voit Oui. Émile Maurice, on voit Christian Deverclos, ancien directeur des services techniques du Conseil général. C'était Camille Darcia, bien sûr, derrière vous. Moi, j'aime beaucoup cette photo, pas moi personnellement, mais là, rassembler autour de Césaire vraiment des personnalités hyper fortes au cours des 30 dernières années de la Martinique. Claude, Camille, Christian Deverclos, qui a donné beaucoup à la Martinique, et Pierre Concy, et juste derrière Césaire. Oui. C'est un des très grands ingénieurs de la Martinique, qui est toujours là, qui a apporté énormément. Monsieur Émile Maurice, pour qui j'avais beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, c'est un grand président. Donc, c'est vraiment le rassemblement. Là, on était à Laric. Je expliquais Canal à Laric, vers Sainte-Thérèse. comment il fallait aborder la question de l'aménagement du quartier à Laric. Parce qu'à Laric, Vous étiez déjà là, vous aviez déjà créé la CEMAF à ce moment-là. oui, exactement. J'expliquais comment faire. Donc Parce on que est vous dans avez- les années vous 90, avez deux 88, quartiers. 90. Exactement. Vous avez deux quartiers. Vous avez Canal SPDM, qui est à l'arrière, et pas à l'arrière, à Là où il y avait des les grandes carrières. cités, il y a les grandes citernes des DDF à l'époque. Oui, vous avez voilà. les grandes cités ADDF à gauche, mais en face, vous avez un premier quartier avant le canal, Ouais, qui absolument. s'appelle Canal SPDM. C'est le nom qu'on lui a donné. Et ce quartier-là, on a décidé de protéger ce quartier. Il y a une militante à nous, quelqu'un qui est très cher pour moi, qui s'appelle Madame Vunzi, qui habitait là. On a restructuré ce quartier parce qu'on a inventé, mes collègues et moi, Patrick et Domi et les autres, on a inventé ce qu'on appelle la restructuration urbaine, la chirurgie urbaine, Oui. et non pas la rénovation urbaine. La rénovation, c'est quoi démolir tout. La restructuration, tu restructures. Et un des premiers quartiers de restructuration urbaine, ça a été Canal SPDM. Mais on n'a pas pu faire ça du côté de Canal à Laric. C'est pour ça qu'on a beaucoup démoli Canal à Laric, ce qui est le long de Bishop. Oui, oui. Et parce que le niveau du sol était beaucoup trop bas et ça ne nous permettait pas de restructurer parce qu'il y avait de l'inondation. Donc c'est une image de la puissance de l'ingénierie locale. C'est-à-dire la capacité de maire comme Césaire d'avoir des élus hyper costauds autour de lui, Claude par exemple et puis Camille, mais avoir aussi des techniciens de très très haut niveau. C'est ça qu'il faut. Et je défends cette idée que l'ingénierie locale, nous devons posséder cette ingénierie locale pour éviter que l'État nous serve de tutelle mentale, de tutelle intellectuelle, de tutelle technique. Là, quand Césaire parlait de ponts, d'ouvrages, les gens qu'il avait derrière lui, ce n'était pas le petit bonhomme, c'est des boucs qui étaient allés très loin. Et c'est comme ça que vous avez, en fait... Alors d'abord, il vous avait accueilli, comme il l'a dit, en vous offrant cette maison à Trénel, enfin cet hébergement à Trénel. Et ensuite, vous lui avez tapé dans l'œil, jeune urbaniste, parce que vous lui avez, en fait, justement expliqué un petit peu ce qu'était votre conception de l'habitat. Oui, je pense qu'il a... Je me rappelle, quand je suis revenu ici, j'ai commencé par vendre des vêtements à la rue François Arago, quand il y a un Syrien. Bon, je taquine encore le Syrien, il va mettre des chemises pour 3 mois de travail. Bon, c'est pas grave, mais on est resté en contact pendant très longtemps. J'ai fait ça. Ensuite, tu vas l'enseigner pour des enfants en difficulté à Rivière-Salée. En tant qu'ingénieur urbaniste, vous avez commencé oui, par ça. non, je finissais mes études et je n'avais pas encore de poste. Le roi arrivé ici, pas de travail. Ouais, souvent. Ma défense commun. C'est encore pire maintenant. Oui. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai passé un entretien. On devait me prendre comme technicien, ingénieur à la DDA. Et le maire de Fort-de-France, comme je jouais au football, a entendu parler de moi. Il a souhaité me rencontrer. C'est Madame Saillard qui est décédée. C'est une dame qui vendait à la rue Schellcher, qui avait sa boutique là, et qui a parlé, était présidente du Good Luck.
Et Césaire m'a reçu et il me dit, mais vous êtes urbaniste, les urbanistes, ça ne se compte pas. À cette époque-là, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas même le nom urbaniste. D'ailleurs, la première fois qu'il m'avait dit, urbaniste, c'est quoi ça? Parce que lui est habitué à architecte, ingénieur, mais il n'est pas habitué à urbaniste. Donc c'est à ce moment-là qu'il m'a proposé, j'ai fait le choix d'aller à la mairie de Fort-de-France et de travailler à la mairie de Fort-de-France. Mais à ce moment-là, vous n'aviez pas la politique en tête? Non. Non. Absolument pas, mais vraiment pas. Moi, j'étais très militant martiniquais de la cause de l'identité du pays. J'étais un défenseur. J'aurais pu être un urbaniste et avoir un cabinet qui travaille pour faire de très beaux bâtiments, des villas de bourgeois, de riches, etc., gagner plein de fric. J'ai préféré me spécialiser dans ce qu'on appelle l'urbaniste au pied nu, quoi. C'est-à-dire des quartiers populaires. Et cette vision humaniste aussi qui a beaucoup plu à Césaire. Beaucoup, parce qu'un urbaniste est d'abord un humaniste. Si on n'est pas humaniste, on peut difficilement être que technicien de l'urbanisme, parce que l'urbanisme, c'est l'appréciation de la spatialité de la vie dans un lieu donné, un quartier ou une maison, etc. Et la dimension humaine est puissante et forte. L'histoire de concevoir techniquement le plan, c'est l'architecte, et l'histoire d'exécuter le détail du plan, c'est l'ingénieur. Et après, vous avez l'entreprise. L'urbaniste apporte une vision de la vie c'est très précieux. Ça permet d'éviter les erreurs. Parce que quand vous faites un ouvrage à un moment donné, d'ici 20 ans, 30 ans, vous exploitez ce système qui peut être désastreux. Et pourtant, à peine 10-11 ans après cette photo, on va voir la photo suivante, vous êtes investi maire de Fort-de-France et c'est Aimé Césaire qui vous passe l'écharpe. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé entre 90 et 2001? C'est en 2001 que vous avez été élu maire. La première chose, c'est que j'ai milité au Parti progressiste martiniquais, mais je voulais absolument rester militant et rester urbaniste. Aimé Césaire, un matin, il était 4h30, parce que lui, quand il était député, oui, c'est ça. Avec Camille, avec le décalage horaire, il appelait, Camille et Renaud de Remaison, souvent on disait, Césaire, depuis même si c'est 4h du matin, lui-même il disait de matin en France, mais il passe avec 4h du matin. Il sait quoi. Mais et à l'époque, c'était des téléphones fixes. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on ne pouvait pas les mettre en mode avion. Il m'appelle très tôt, il était 5h moins le quart. J'entends sonner, je réponds, j'ai dit, mais il y a un problème, quoi. C'est un frère ou une sœur. Et c'est lui au téléphone. Puisqu'actuellement, nous mounons, mais avant, pas de nous, pas de n'importe quoi. C'est lui qui vous a dit ça? Qui vous a dit, il me dit qu'il ne se représente pas. Alors, je lui dis, bon, ok, mais pourquoi vous me dites ça? Donc, je vous ai dit que je ne me représente pas. J'ai donné une interview, je ne me représente pas. Bon, et puis il a raccroché. Bon. Là, c'était un premier message, Baraka travaille. Là, le problème a commencé. Parce que je sens qu'il veut me donner un message, mais je dis, c'est pas ça qu'il va me dire, je veux pas. Et quand il m'a proposé ça à plusieurs reprises, bon, ça a fait autant de cancans que de contents. Parce que bon, je ne veux pas revenir sur cette histoire. J'avais même appelé le docteur Aliker pour lui dire de m'aider, d'aller voir Césaire pour lui dire que je ne suis pas très chaud pour faire de la politique à ce niveau-là. Vous aviez compris le message, en tout cas. Oui, j'ai compris le message. Ça a duré quelques temps. Il m'avait déjà persuadé de remplacer Camille Dancière comme conseiller général à Volga-Plage. Je l'ai fait pendant 10 ans. Je lui avais dit que c'était bon. Parce que vous avez été élu conseiller général en 92. Oui, exactement. Donc j'ai fait 10 ans de conseiller général, en gros 10 ans. Et il m'avait persuadé d'y aller. J'avais dit, OK, je vais y aller pour aider le parti. Mais je ne voulais pas du tout aller plus loin que ça. Bon, voilà, il m'a fini par me persuader. Ça a donné cette photo que vous avez devant vous. Et puis 7 ans plus tard, on va le voir, Aimé Césaire disparaît. Oui. Et là, c'était plusieurs jours de deuil national martiniquais, on va dire. Et puis là, c'était le dimanche 20 avril 2008, les obsèques de Césaire. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, la disparition de Césaire? C'est un drame, une catastrophe. Parce que j'ai vécu avec les enfants de Césaire, chaque minute de son départ, avant son départ, tout ça, ça a été un vrai drame. Je pense que la Martinique tout entière, quels que soient les bords politiques d'ailleurs, tout le monde était là, opposants comme partisans. Mais au niveau national aussi, on a vu des arrivées de personnalités exceptionnelles en Martinique. Donc ça a été pour nous une perte, c'est une perte mondiale. C'est un éveilleur de conscience
assez extraordinaire. C'est un poète d'une dimension incroyable et qui a dominé la littérature nègre et la littérature universelle pendant très longtemps, qui nous a tracé des chemins de liberté, de prise de conscience de notre état et notre réalité liée au concept de la négritude. Là, on voit Christiane Taubira qui est juste devant moi et on a beaucoup... On a pris conscience à ce moment-là, encore plus de la perte et surtout de la responsabilité qui pesait sur moi, personnellement, non pas d'être le remplaçant de Césaire, ni l'héritier de Césaire, parce que nous sommes tous héritiers de Césaire. Oui. Toi aussi, tu es héritier de Césaire. Je n'ai pas cette prétention de vouloir être l'héritier de Césaire. Nous sommes tous ses enfants. On est tous ses enfants. Donc je ne suis que le principal ouvrier qui travaille dans la construction de la ruche, dans la construction de l'édifice. J'ai pris conscience là que j'avais une responsabilité hyper lourde, celle de maintenir le PPM. Dieu merci, j'ai réussi, en grande partie, puisque 30 ans et 20 ans après, on est là, on n'est pas mort, de garder la ville de Fort-de-France. On a réussi ce pari-là aussi, de maintenir la conscience politique du parti le plus haut possible, et de continuer, non pas son œuvre politique, parce qu'on n'est pas à sa hauteur, mais de continuer son œuvre pour la Martinique, pour que la Martinique aille le plus loin possible en matière de responsabilité, de droit à l'identité, de droit à personnalité collective. Et dès que vous le pouvez, on va le voir sur la photo suivante, vous lui rendez hommage, parce que bon, c'est quelqu'un dont on n'a pas fini de parler du parcours exceptionnel et de l'œuvre exceptionnelle. Oui, il me semble que ici, c'est un discours que j'ai prononcé au Panthéon, non? Oui, je crois. Voilà. C'est parmi les hommages, j'en ai fait pas mal, et j'en ai fait en Afrique, j'en ai fait aux États-Unis, j'en ai fait en France, à plusieurs reprises, sur chaque fois qu'on m'invitait pour prendre la parole et parler de lui. Et il m'avait, au cours des dernières années de vie, souvent demandé de le représenter dans plusieurs villes en France. Oui. Donc je le faisais avec plaisir. Et cet hommage qui a été rendu, c'est un hommage extrêmement important. Sur la photo suivante, on parle un peu plus politique. C'est en fait, vous allez reconnaître ce logo, qui aujourd'hui a disparu. C'était votre premier mandat politique, en fait, 92 à 2004 de mémoire, 6e canton de Fort-de-France, celui de Volga-Plage, c'est ça? Volga-Plage, Dillon, Haut-Découpé, Sainte-Thérèse, il ne faut pas oublier. Oui, le grand quartier, Canalague aussi. Voilà. Non, Canalague, c'était quelqu'un d'autre. D'accord. Au-dessus. Qu'est-ce que vous retenez du Conseil général et de ces 12 ans que vous avez fait là-bas? Bon, c'était une fonction territorialisée, ce n'était pas une fonction un peu basique. On est élu sur une liste, on est élu territorialement. On est conseiller général. La deuxième chose, c'était un immense honneur pour moi de représenter ces quartiers, qui étaient des quartiers populaires pour la plupart, comme mon quartier de Trenel. Je me suis beaucoup donné, mais c'est surtout les fonctions conseil général. Claude m'a fait tout de suite confiance, Claude Lise, en me confiant le logement. Donc on a fait beaucoup de choses, on a inventé des choses. Le logement, le LLTS, le logement locatif très social, c'est une invention. Une invention martiniquaise. Martiniquaise. Claude et moi et d'autres techniciens ont monté ça. Donc ça a été très riche pour moi, ça m'a initié. On avait de très beaux débats, des discussions très très fortes. Vous aimez aller à la rencontre des gens, c'est de chimie, et on va voir une série de photos là où ce qu'on appelle maintenant, politiquement parlant, des visites de terrain. Ouais. Là, par exemple, c'est une photo sympa. Vous êtes à l'école. Oui, je crois que c'est une école de Rivière-Salée ou de Sainte-Luce. Voilà. J'étais invité parce que vous accueillez, comme vous êtes parlementaire, vous accueillez des enfants qui font l'assemblée des enfants chaque année. Et cette classe était sélectionnée. Il fallait absolument venir pour expliquer à la classe qu'est-ce que c'est un député, quelles sont les fonctions, quelles sont les lois que j'ai défendues. C'est toujours un plaisir. J'aime beaucoup ça, notamment avec les enfants. Oui. Je m'excuse de préciser parce que les enfants, ça me fait énormément plaisir de faire prendre conscience qu'on est martiniquais, qu'on a une dignité, qu'on a une culture. Ils sont très curieux. Ils sont hyper. Ils me questionne tellement. Et c'est pour moi très important de me consacrer à ça. La transmission, c'est important. On va voir cette autre photo. Ça se passe un 22 mai, une commémoration du 22 mai. Là aussi, vous êtes avec des enfants. Oui. C'est à Trenel, mon quartier natal. Je dis natal, en Négomone, mais c'est Trenel, là j'ai vécu toute ma vie.
et devant l'œuvre de Coco Nicolaï, Ouais. et qu'on doit restaurer parce que je pense que c'est très abîmé, j'ai déjà parlé à Didier, et c'est véritablement un des monuments les plus précieux liés à l'abolition de l'esclavage par les esclaves eux-mêmes et pas par seulement des décrets. Ouais. Et j'ai voulu qu'il y ait des enfants autour de moi. Derrière, on voit le haut pavé, le haut traînel en dessous de dossier. Et puis parfois, de façon informelle, vous n'hésitez pas à prendre la pause. Hein. On va voir cette autre photo. Alors, ce sont des jeunes adultes, on va dire, des plus grands. Ouais. Là, elle est long, on dirait, non? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais ce sont certainement des... Il y a un chapeau, il y a des cas de descendre de l'aileron. Ouais. Et j'accompagnais Aimé Césaire parce que Aimé Césaire faisait toujours un trajet avec moi au cours de ces dernières années, avant son décès. Depuis Fort-de-France, on allait à la montagne, quoi. Ouais. On faisait la route de la trace. J'ai d'ailleurs fait un livre là-dessus. Et Césaire s'arrêtait, c'était son point de réflexion, etc. Et puis après, je redescendais. Donc j'ai fait cette photo avec des jeunes. Et autre photo très, très conviviale aussi, ça se passe, c'est à la campagne. Hein. Alors je ne sais pas si ce sont des amis, des connaissances ou des gens avec qui vous êtes arrêtés pour prendre la blague. Et puis Claude Joseph. Claude Joseph, c'est un camarade qui était un foufou, mais que j'aime beaucoup, qui est encore un combattant, un guerrier, quoi. Ouais. Et Claude Joseph nous a fait terrain, nous a fait visiter terrain, mais nous tomber là, nous avons boire un coup et puis c'est bouclé, quoi. On voit la vie authentique, la simplicité, l'accès, le sourire, mais les tenues, les travailleurs. Non, il y a une blague qui a été faite pour beaucoup mon Claude. Il y a une blague qui est faite là. Et mon bravo, c'est vous qui fait blague dans l'air parce qu'il y a tous les deux. Alors, on a parlé des enfants, de l'importance de la transmission, mais il y a aussi le respect et la protection qu'on doit à nos aînés. On va vous voir en visite à Rivière-Lorge, je crois, auprès d'un aîné, d'un senior martiniquais. Oui, c'est ça. Nous avons beaucoup de souffrance sur à la fois l'isolement et l'autonomie des personnes âgées. Beaucoup de souffrance. Et c'est un exemple parmi des exemples de personnes qui ont besoin d'être suivies, qui ont besoin de la chaleur de notre amitié, de notre respect, en toute simplicité. Et ce genre d'exercice-là est fondamental. C'est pas seulement avec Bamoun Caillou, c'est de prendre le temps de rester avec ces personnes. Vous faites très peu de visites, mais des visites où humainement tu n'exploites pas l'autre. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis toujours prêt à aller dire bonjour, à saluer. Ce sont des hommes et des femmes, des fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui ont mené des combats dans leur vie. Et donc on va les voir pour les respecter. Vous allez aussi à la rencontre de ceux qui nous nourrissent. On va voir 3 photos où vous êtes avec des agriculteurs. Oui. Il y a un dress code bleu, ça le chimie aime beaucoup le bleu, on dirait. Oui, c'est le bleu. Ma moitié venait bien bleu, là, on dit, mais ma moitié bleu de référence. Oui, bon. C'est une visite avec Didier Laguerre, qui est un excellent maire, qui est vraiment un jeune qui nous touche beaucoup. On va reparler de lui rapidement tout à l'heure. Il est vraiment très bon, il se bat beaucoup, énormément. Donc nous l'accompagnons, Fort-de-France, hein, ou pas l'impression Fort-de-France là, c'est nous l'accompagnons Fort-de-France et puis en contact et puis un camarade, nous Kagoumen. Autre photo, toujours avec des agriculteurs, là ce sont des éleveurs, en l'occurrence des éleveurs ovins de moutons ou de cabris. Oui. On vous voit avec Josette Manet notamment. Oui, parce que... Et José Maurice, il me semble. Oui, José Maurice, Josette Manet, il me semble que le président de la SAFER est là aussi, parce que je vois, et puis un camarade agriculteur à côté. C'est l'élevage. Parce que avec Josette a été députée du centre, mais c'est une femme de terrain. C'est vraiment une femme de terrain. Donc elle est hyper à l'aise dans ça, elle connaît bien ces sujets. Et on faisait une visite au Lamentin. C'est pendant cette période que j'essayais d'écrire la nouvelle politique de l'agriculture en Martinique. Vous savez, je suis très attaché à l'autonomie alimentaire. Le combat est très compliqué. Je tends la main à tout le monde pour essayer de faire la construction de l'autonomie alimentaire. Ce n'est pas évident et facile. J'espère qu'on réussira. Une dernière photo, on vous voit, j'avais l'impression que vous mettez la main à la pâte, vous mettez la main sur la tête du veau. Oui, oui c'est toujours... C'est pas une photo politique, là, c'est sincère. Non, c'est sincère. C'est pas juste pour la photo. Je vivais dans la campagne et j'ai vécu pendant longtemps. Les animaux, j'étais à côté. À chercher fiapé, en tête pied fiapé, la veille à 4h du matin, grand-maman nous a levé nous pour mener on allait la route là, puis mettait en les tegs.
et taxi pour mener Yvonne Roubaix, j'ai vécu de la campagne. J'ai vraiment vécu de la campagne, c'est pas un acte. Mais ça se voit d'ailleurs. Hein. On regarde une vidéo rapidement, celle de Chimi. En coup de main, on la sautait. Ah ouais, c'est la première fois que j'ai fait ça. Et moi, je disais que plus en forme que Bougla qui est à côté de moi, camarade. Mais c'est un acte collectif de résistance de nos exploitations. C'est pour moi un exercice de solidarité qui est fondamental. Et puis c'est la tradition martiniquaise. Oui, absolument. Et puis, alors, on a une autre photo du coup de main, mais on va passer à la photo suivante. Là, c'est plutôt les pêcheurs. On vous voit sur le gommier. Oui, parce que là, on est dans la pêche, mais j'étais très attaché à la question de la pêche traditionnelle, mais plus particulièrement la pêche venant des quartiers de la Martinique. Et Texaco, pour moi, c'est un quartier de pêcheurs, bocanal. Et nous avons une présidente Manuela qui était très impliquée. Il nous arrivait de faire des sorties, des déplacements avec les pêcheurs pour comprendre leur réalité. On va vous retrouver d'ailleurs au marché aux poissons parce que vous allez régulièrement à leur rencontre. C'est important de ressentir, en fait, comme ça, comme pour les agriculteurs, de ressentir un peu le cœur du pays. Oui, absolument. Et on est à Fort-de-France, au marché aux poissons de Fort-de-France. Moins régulièrement parce que tu disais qu'il est maire. Donc, d'ailleurs, nous travaillons beaucoup sur ce marché-là, de voir comment on modernise ou comment on reconstruit parce que le marché est en mauvais état. C'est vraiment les ressources. Si on n'augmente pas le volume de la production de la pêche et on n'augmente pas le volume de la production de la diversification, on restera à 20% de ce que nous consommons. On ne produit que 20%. C'est pas normal. Il faut monter à 40, 60%. Donc c'est tout le défi de la reconfiguration de la production agricole en Martinique pour nous permettre d'avoir un maximum d'autonomie. C'est ça le défi. Et bien, il faut bien, pour pouvoir faire des propositions, il faut bien comprendre la réalité des producteurs. Et le défi, c'est aussi de trouver des jeunes pour prendre la relève, aussi bien chez les agriculteurs que chez les pêcheurs. C'est très juste. Il y a un vrai problème et il faut trouver les moyens de revalorisation de métiers de pêcheurs ou de matelots, mais aussi de métiers d'agriculteurs ou d'ouvriers agricoles. Ça, on n'a pas encore trouvé le bon cheminement parce qu'aujourd'hui, c'est très délaissé et on a des difficultés. Mais paradoxalement, on a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer, qui n'ont pas de terre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai posé une proposition de délibération en plénière d'avoir 1000 hectares de terre que pourraient mettre en location ou en vente à la collectivité, ceux qui possèdent plus de 30 hectares, pour qu'on puisse avoir 1000 hectares pour lancer la diversification. Parce que diversification, on va faire un tour à vide, non, ni un pantement, non. Il y a des terres qui ne sont pas cultivables correctement. On termine avec une photo qui va vous faire sourire, qui va vous rappeler des souvenirs, c'est le Chimi. Donc, Mokadam, c'est bel. Oui, mais Mokadam, c'est très mal. Il y a le geste quand même. Hein. Le geste est là, mais bon, on sent que cette charmante dame est plus à l'aise que moi. Je suis coincé, mais j'essaie de danser quand même. Mais c'est aussi un moyen de promouvoir le patrimoine martiniquais, la tradition martiniquaise. Et nous avons lancé ce qu'on appelle C'est à nous, qui est un concert traditionnel tous les mois, pratiquement tous les 2 mois, dans les communes pour qu'on revienne aux traditions. Et Mme Ravin suit ça vraiment très très bien. Je suis très fier parce qu'il faut qu'on rattrape, parce qu'on doit un petit peu d'argent aux personnes qui ont travaillé, je m'en occupe et faire payer très, très vite. Mais il faut perpétuer les traditions. Un pays sans identité et sans tradition, donc sans valeur culturelle, est un pays perdu. C'est pour ça qu'il faut protéger cela. On arrive presque à la fin de l'émission avec la rubrique politique. Il fallait qu'on parle un petit peu politique quand même. Je dis politique un petit peu politicienne. On va commencer avec une photo où on vous voit avec vos 2 successeurs à la mairie de Fort-de-France, Raymond Saint-Louis-Augustin et Didier Laguerre. Bon, la photo est un petit peu floue, mais elle est très symbolique. Je suis très touché de voir Raymond. Et Raymond est un monsieur exceptionnellement beau. Quand je dis beau, c'est-à-dire dans son âme, dans son comportement, dans son être. Et au-delà de son côté physique, c'est un monsieur hyper charmant. J'ai vraiment beaucoup d'admiration. Je ne cesse de le remercier parce que s'il n'avait pas fait la transition intelligente entre moi-même et Didier, on n'aurait pas eu Didier. Parce que c'est lui qui a assuré, on va dire, votre succession avant l'élection. Parce que j'ai quitté à un moment donné la ville pour aller. C'était à la région de l'époque. Et il fallait quelqu'un assure. J'ai choisi Raymond, magnifique Raymond.
La photo suivante, c'est le président de région qu'on va retrouver. Donc ça, c'était 2010, entre 2010 et 2015. Un président de région avec des moustaches. Oui. À la région, ça a été une très belle expérience. Malheureusement, en 2015, on n'a pas gagné, Oui. mais ça a été une très belle expérience. Il y a une petite photo qui vient derrière, qui ne va pas vous faire plaisir. Ça a plaisir. été une très belle expérience. Mais... Vraiment, on a fait de très belles choses. On ne va pas gagner, c'est pas grave. Mais bon. Oui. Est-ce que vous considérez que, alors avant ça, est-ce que vous considérez que, comme certains vous l'ont reproché à la région, vous avez, d'ailleurs vous l'avez un petit peu dit dans votre discours d'investiture à la CTM, voilà, il y a eu des tendances, pas forcément de vous, hein, des tendances à régler les comptes pendant cette... Ouais, je sais pas qu'on peut donner beaucoup d'explications. Si on a perdu, c'est qu'il y avait une cause. On n'a pas été bon, on n'a pas été performant sur tout. On a fait beaucoup de choses. Est-ce qu'on a bien communiqué? Est-ce qu'on a été plus proche de la population? Il y a plein de causes, mais il faut respecter la démocratie. Alfred Marie-Jeanne... On voit des chiffres là, justement, qui sont les chiffres de... C'est votre seule défaite électorale. Oui. Exactement. La première élection de la CTM. Mais il faut aussi dire que Marie-Jeanne n'est pas venue seule. Oui. Il mettait Yann. Oui, c'était une alliance. On a beaucoup parlé d'alliance contre nature. Cette alliance contre nature avec Yann Monplaisir, notamment. Avec Claude, avec toute espèce de monde. Il était 8 contre moi. Bon, ils ont fini par gagner. Mais il faut respecter ça. C'était pas interdit de faire. Ça a été quand même un coup dur. Oui, ça a été un coup dur. D'ailleurs, j'ai voulu quitter la politique après ça, non pas par rapport à la défaite, mais j'avais envie d'arrêter et de ne pas me représenter. Bon, les circonstances m'ont contraint à le faire, et notamment la députation. Mais j'avais vraiment décidé de retrouver mon métier de base, urbaniste. Et je commençais déjà à me préparer pour sortir de la vie politique. J'avais dit à Aimé Césaire très clairement que j'acceptais, mais exactement suivant les principes édictés par le docteur Aliker. Aliker me dit, vous avez la capacité de remplir cette mission-là et accompagner le peuple à plus de responsabilité, plus d'autonomie et surtout réaliser un certain nombre d'opérations. Je voudrais prendre ça sous cet angle-là. Il m'a dit OK. Donc, pour moi, c'était un temps. Et si je suis allé à la députation, c'est parce qu'on n'avait plus de député, le PPM. Il fallait absolument qu'on ait un député, pas seulement pour des raisons pécuniaires, mais pour des raisons de représentation nationale. Donc, c'est pour ça qu'il faut respecter Alfred qui a gagné, et qui a fait ce qu'il a pu faire pendant sa mandature. Sur la photo suivante, vous avez retrouvé le sourire. Ça, c'est une victoire. C'est votre dernière victoire aux législatives, je crois que c'est 2017, face à Francis Carole. Oui. Puisque vous avez été député, vous avez fait quasiment 3 mandats. Hein. Oui, j'ai fait 3 mandats. 3 mandats de 5 ans, autour de 15 ans. Et ça m'a beaucoup apporté, la députation. Une autre dimension de vue, un autre boulot qui est la construction de ce qui nous guide au quotidien, la loi et le règlement. C'est très important. J'ai fini par comprendre, j'ai bien compris, je savais théoriquement, mais j'ai fini par bien compris la différence qu'il y a entre compétence et pouvoir. Vous avez, parce que beaucoup de Martiniquais se trompent sur la question de la compétence. Vous avez une compétence d'attribution. C'est-à-dire, on vous donne l'autorisation de signer des papiers. Mais qui construit les règlements et les lois qui sont inhérents à la compétence que vous avez, par exemple dans le domaine de l'urbanisme, c'est toujours le décret et la loi venant de Paris. Donc c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que l'appel de Fort-de-France que nous avons lancé, une des demandes essentielles, c'est de ne pas toucher à l'égalité des droits de 46, mais de construire la différenciation et de doter la collectivité territoriale de Martinique de compétences nouvelles, si on veut, mais aussi des pouvoirs qui sont inhérents aux compétences, de telle sorte qu'on puisse adapter localement la loi et le règlement sans passer par l'Assemblée nationale. Ces 3 mandats à l'Assemblée vous ont aussi permis de temps en temps de vous confronter avec la majorité de l'époque, qui était alors d'abord sous Sarkozy de mémoire, notamment Claude Guéant, avec qui vous avez eu une passe d'armes parce qu'il avait tenu des propos inadmissibles, très clairement. Vous avez même fait à un moment donné un rapprochement avec les nazis. Est-ce que les nazis étaient une civilisation ou quelque chose de ce genre? Il y en a même qui avaient dit que vous aviez atteint votre point, enfin le point Godwin, le fameux point Godwin, quand on commence à parler de... C'était important pour vous de porter la voix des Outre-mer, d'ailleurs. Non, parce que vous étiez l'un des rares à leur tenir tête. Pas seulement des Outre-mer. Je pense que j'avais l'occasion là de m'exprimer au nom de tous les opprimés
et Ouais. de tous ceux qui ont subi le racisme et tous ceux qui le vivaient toujours au moment où je parlais. Et ça a été le moment le plus haut à l'Assemblée nationale. J'ai reçu beaucoup de menaces d'ailleurs, beaucoup de menaces de mort. Et j'ai reçu beaucoup de félicitations, y compris d'Obama et de... D'Obama. Oui, de l'Américain là, quand j'oublie son... Jesse Jackson. Jesse Jackson, j'oublie toujours son On nom. avait une photo, mais on n'a Martin Luther pas eu King, le temps de la mettre. de Jesse Jackson, qui était en Angleterre, qui est venu me voir à Paris, du monde entier, des mots d'Afrique, etc. etc. Mais j'ai reçu beaucoup d'insultes. Et macaque là, le singe, on vous a appris à aller à Éclé, remonter dans votre arbre, vous venez nous insulter. Et on vous attend, on va vous éliminer, et tout comme ça. Bon, mais c'est la vie. Hein, mais il y a eu aussi ces lois que vous avez fait voter. Il y a eu, par exemple, une loi contre l'habitat précaire ou l'habitat indigne. Oui, j'ai fait plusieurs lois. Il y a eu la loi contre l'indivision. Voilà. Il y a aussi la loi sur la diplomatie territoriale pour permettre la Martinique de se connecter mieux aux Amériques et à la Caraïbe. Il y a 4 lois qui portent mon nom. 3 lois plus une résolution qui porte mon nom. Et puis cette commission d'enquête parlementaire sur les intoxications au chlordécone que vous avez menée, alors avec une issue malheureusement... Alors ça a été l'erreur de Macron et de son conseiller de l'époque, monsieur le préfet qui est passé là. Caranco? Non, pas celui-là, celui qui était avant. Ah oui, tout à fait. Enfin bon, ça nous échappe, mais ça nous reviendra. Stanislas Cazel. Cazel était le conseiller de Macron. Et malheureusement, il a conseillé, je pense que c'est lui, mais je ne sais pas si c'est sûr. Mais ils ont pris la décision de ne pas mettre en œuvre le rapport Letchimy. Et ça a été l'erreur et la catastrophe qui a conduit justement à des appréciations judiciaires qu'on a aujourd'hui et qui a conduit, de mon point de vue, aussi à la création de malaise terrible en Martinique après cette fameuse décision de non-lieu qu'on a subie. 2 autres photos, c'est Letchimy, on est très en retard, qui concernent là la CTM. Là, c'était la campagne, Alliance Martinique, qui vous a permis de gagner. Alors, est-ce que pour vous, ça a été, entre guillemets, une revanche? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je parle d'une revanche face à Alfred Marie-Jeanne, qui était celui qui était venu vous faire concurrence à la mairie de Fort-de-France en 2001, alors qu'il n'avait pas forcément d'acquaintance foyalaise. Au fond de moi-même. Et je pense que Marie-Jeanne, c'est pareil. À ce niveau-là, on est vraiment, Daniel Marie-Jeanne, c'est pareil, on est vraiment des opposants. Et comme lui, il a son caractère, Marie-Jeanne, et moi j'ai mon caractère, donc quand on s'affronte, c'est très spectaculaire. Mais au fond de nous-mêmes, on a quand même du respect. Il m'a toujours exprimé du respect. Et d'ailleurs, tout ce qu'il a fait de bien pendant ces 5 années, je mets en œuvre, sans hésiter. Et je ne cherche pas de cancan. Donc, ce n'était pas une revanche, c'était simplement la nécessité d'arrêter le cancan qu'on voyait toutes les semaines à l'Assemblée de Martinique. Absolument. Des spectacles qui étaient affligeants. Et d'arrêter l'hémorragie économique de la Martinique et de relancer le pays. C'était une volonté donc, hyper politique. La dernière chose, c'est une volonté aussi pour moi de respecter l'engagement que j'avais eu vis-à-vis de Césaire et le combat pour le progrès que nous conduisons, je mène à terme. Donc je mène à terme encore pendant un moment jusqu'à ce qu'on arrête tout ça. On va voir sur la photo suivante ceux avec qui vous avez construit cette victoire. Nicaise Monrose. Alors là, pardon. Oui. Donc Nicaise Monrose, Josette Manet et Bounounes Sorazero. On ne peut pas mieux faire. La belle Josette à mes côtés, ça n'a pas été facile. Je pense qu'elle a pris la décision de conduire la liste du centre à mes côtés parce qu'on a une amitié très forte. Et Josette et moi, on était parlementaires ensemble. C'est une femme que j'aime beaucoup. Bouno, on le connaît. Bouno est dans le Nord bien implanté. Il fait un gros boulot à Sainte-Marie. Et puis on a Nicaise qui est un homme d'avenir et extrêmement important, à côté de Zobda, David aussi est un homme important. Donc, constituer une équipe de projet, lui sur l'agriculture, elle sur le sport, et lui sur les EPCI, notamment le désenclavement économique, social et médical, et sur le nord de la Martinique, c'est une bonne équipe, et c'est pour ça que peut-être qu'on va gagner. Seul, je n'aurais pas gagné. On va vous revoir à la tribune, je dirais, de la CTM, de l'hôtel de l'Assemblée territoriale. Qu'est-ce qui change dans votre mode de gestion par rapport à votre passage à la région, à la présidence de la région? Beaucoup plus de maturité.
je pense, et certainement beaucoup moins de certitude. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre discours d'investiture, que vous n'alliez pas gérer pareil. Oui, exactement. Et beaucoup plus d'humilité et beaucoup plus de précision sur mon entourage et de faire des choix bien pesés pour m'accompagner dans ce combat pendant 5 ans. C'est 6 ans et demi, je l'ai fait 1 an et demi, moi 5 ans encore. C'est beaucoup, c'est long. Bon. Donc je pense que ma personne a énormément évolué, a changé, et je suis beaucoup plus conscient c'est peut-être lié à l'âge, quoi. On était plus fougueux, etc. Bon. Et d'ailleurs, j'ai d'excellentes relations avec tous les opposants. Il y a peut-être 1 ou 2 ou 3 où ça ne va pas très bien, mais avec tout le monde, dans les communes, quand les maires, je respecte tout le monde, j'exige du respect. Je pense que c'est beaucoup plus mûr. Et là, on a vraiment un pays qui est calme, qui est stable et qui devrait se développer si je réussis mon combat. Budgétairement, comment ça va la CTM? Ça allait très mal. On avait 220 millions d'euros de factures impayées, donc de trous. On a déjà ramené à 154 millions l'an dernier. Cette année, on ramène à 120 millions à peu près. On essaie de descendre à 100 millions, moins 100 millions, mais c'est toujours un trou de 100 millions. C'est-à-dire, c'est 100 millions que vous cherchez. Mais il y a encore une marge de manœuvre. Oui, on a redressé, on construit, on gère financièrement autrement. On fait venir plus de recettes que prévu, on est sur plusieurs fonds, on est sur des paramétrages économiques où on n'investit pas seul, on est en partenariat avec l'État, un partenaire très intelligent et très respecté avec le nouveau préfet qui arrive. Ça va très bien. Vous savez, je suis plutôt Monsieur pour Bouvier. des représentants, des commissaires de l'État, c'est plutôt ça que je souhaite. Mais en même temps, aujourd'hui, le préfet est là, la Constitution est comme ça pour l'instant, on n'a pas encore changé. Et à ce titre-là, on travaille très très bien. Donc on a pu trouver des solutions et en plus, j'ai des salariés, 4500, c'est énorme, et qui sont vraiment très déterminés. On essaie de trouver toujours le dialogue qu'il faut. Et vous avez mis en place un organigramme. Alors, on a mis en place l'organigramme assez vite, en 1 an. Donc ça fonctionne avec des personnes qui sont à leur place, des directions multiples et bien ciblées, avec une gestion financière claire et surtout une gestion juridique. Parce que quand vous êtes élu, la pire des choses, c'est de faire une erreur. Et l'on fait erreur là, le juge là pas qu'à regarder si c'est fort ou c'est pas fort. Quand vous commencez à crier pour poser des questions et vous commencez à avoir des histoires. Donc je suis très bien encadré sur le plan juridique et je cherche à m'encadrer encore parce que c'est un métier hyper exposé. Hyper exposé. Vous alliez dire que vous avez 1500? Non, 4500. Non, après vous avez dit que vous avez 1500 autres personnes qui sont dans les satellites. Ça fait 6000 personnes au total. Et avec l'objectif de réduire progressivement les effectifs? On cherche à optimiser, mais on n'est pas obsédé par diminuer. Donc on a environ 80 à 100 personnes qui partent à la retraite par an. À partir de ce chiffre-là, je renforce les équipes. On termine avec 2 photos de figures de la politique martiniquaise, celle de la chimie. Je vais vous demander juste votre réaction. Claudise. Claude. Vous avez été très proche à un moment. Oui. C'est même lui qui vous a un peu accompagné au niveau de votre arrivée au Conseil général, etc. Non, il a été un très grand président du Conseil général. Et il a milité, il a tout donné pour son pays pendant de nombreuses années. Et une des lois les plus importantes, à mon avis, après qu'il y a la loi de 46, il y a plusieurs lois, mais la LOM qu'il a portée lui-même est une loi qui contient beaucoup de paramétrages. Et c'est grâce à Claude Lise si on a actuellement le Congrès qui fonctionne. Donc il a donné beaucoup. Mais vous avez été, à un moment donné, adversaire politique. On a été hyper opposés, il a su, mais on a été opposés, mais il n'y a jamais eu d'insulte entre nous deux. Même quand on était au plus haut niveau de nos désaccords, on se saluait, on se disait bonjour. Et depuis quelque temps, je prends conseil auprès de Claude Lise. D'ailleurs, j'ai souhaité qu'il préside le Conseil des sages que nous allons mettre sur pied. Il m'a donné son accord et ça m'a beaucoup touché. On a besoin des antagonistes. J'ai déjà eu des histoires avec Raymond, mon frère. J'ai déjà eu des cancans avec Alex, mon frère. Donc on a des cancans, des histoires. Bien sûr. Mais on se respecte. On est d'abord Martiniquais. Le pays n'appartient à personne, ni à Claude, ni à moi. Hein. Voilà. Et pour finir, alors on n'a pas la photo, mais Alfred Marie-Jeanne, vous en avez déjà un petit peu parlé. Vous avez dit que vous avez du respect pour lui. Je pense que Alfred Marie-Jeanne a donné pratiquement toute sa vie à la cause publique. Alors, est-ce qu'il a échoué dans certaines choses et réussi dans d'autres? La seule chose que je retiens, c'est un homme qui politique martiniquais, on lui doit du respect et je pense qu'il
Il ne faut absolument pas chercher à démonter quoi que ce soit de ce qu'il a engagé. Je ne suis pas d'accord avec lui sur sa philosophie indépendantiste, mais je respecte tout ce qu'il a fait pour le pays pendant de nombreuses années. Vous restez autonomiste? Oui. Et vous êtes, plus que jamais. Vous souhaitez une évolution encore législative des pouvoirs aujourd'hui du territoire martiniquais? Je pense que ça a changé, parce qu'on a toujours brandi l'autonomie ou l'indépendance comme une espèce de truc pour effrayer la population. C'est terminé. Aujourd'hui, avec la mondialisation, le mot autonomie, ce n'est pas de dogmatisme. C'est simplement la possibilité de garder l'égalité des droits et de faire des politiques de différenciation. C'est pour cela que le contenu même de l'autonomie évolue. La décentralisation, c'est une étape de l'autonomie. Alors, si c'est la France qui aborde le Quapoin, puisqu'il borde la décentralisation, on va dire, mais si l'initiative vient du pays, l'appel de Fort-de-France, eh bien, c'est la même chose. Donc, on aura une décentralisation plus, que certains vont appeler autonomie, que d'autres vont appeler subsidiarité, d'autres vont appeler différenciation. Mais l'idée, c'est de faire de telle sorte qu'on se sente français avec le drapeau bleu-blanc-rouge, parce qu'il n'est pas question de sortir de la bleu-blanc-rouge. Même si vous avez un nouveau drapeau, mais là, ce drapeau-là, c'est pour les compétitions. Et puis un drapeau martinique à côté. Et la Bretagne a son drapeau, la Normandie a son drapeau, la Picardie a son drapeau, et c'était important, l'Occitanie a un drapeau. C'était important qu'on ait ce drapeau. Mais oui, mais il faut se faire peuple. Mais on avait déjà un drapeau. Oui, mais le tribunal a cassé le drapeau. C'est pas moi qui ai cassé. En novembre 2021, c'est une procédure qui date d'avant le Chibi. Bon. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense très sincèrement qu'il faut qu'on aille vers la plus grande unité possible. Combien de temps en politique encore, Sir Letchimy? Il vous reste 5 ans de mandature. Le temps du mandat, nous préparons la relève déjà. Vous savez, j'avais préparé la relève pour Fort-de-France. Je pense qu'on a bien réussi avec notre cher Didier Laguerre. Et là, le temps de la préparation, et notamment au Parti progressiste martiniquais, parce qu'il faut que d'autres jeunes arrivent pour prendre le relais de président du PPM, d'autres jeunes arrivent pour prendre le relais de secrétaire général du parti. C'est ce qu'on a vu avec notre cher député, excellent député Diony Ajar. Et puis, bien sûr, ce mandat-là, il faut bien sûr préparer. Il y en a qui peuvent prendre le relais à la fin de votre majorité actuelle? Il y en a au sein de la majorité, il y en a beaucoup, de très grande qualité. Mais il y a aussi ceux qui vont se révéler, parce que si vous ne sortez pas du tout, vous ne permettez pas à d'autres de s'exprimer. Vous connaissez, si le grain de blé refuse de mûrir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Cette phrase, cette belle parole chrétienne. Et donc, je suis dans cet état d'esprit-là. Donc, pour moi, c'est un sacrifice personnel de servir le peuple et le plus longtemps possible. Puis je peux réussir et échouer, mais au moins je vais tenter pendant quelques années, de telle sorte que d'autres jeunes puissent apparaître sur la scène politique et conduire ce magnifique pays qu'est la Martinique. Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous n'allez pas vous représenter à la fin de cette mandature? Je n'ai aucune intention de me représenter. Merci beaucoup, Sir Letchimy, d'avoir partagé avec nous ce moment. Vous avez encore beaucoup de choses à raconter, j'en suis sûr, mais on se reverra sur Zitata, je l'espère. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée ou très bonne journée.